Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 5 janvier 2022 et dans le cadre des entretiens réguliers que j'ai avec un certain nombre de personnalités extérieures à notre mouvement, quelles que soient leurs origines, leur philosophie d'action, leurs pensées politiques, vous savez que nous sommes ouverts au débat et à la discussion. Ça permet d'ailleurs de faire mieux connaître certaines personnalités qui n'ont pas la chance d'être souvent médiatisées. Je reçois aujourd'hui Pierre Thomas. Pierre Thomas, bonjour. Vous êtes né en 1959, donc vous avez 63 ans cette année. Pierre Thomas, vous êtes à la fois, vous avez deux responsabilités. L'une, une responsabilité nationale dont on va parler en premier, si vous le voulez bien, qui est que vous êtes le président du MODEF, c'est-à-dire le mouvement de défense des exploitations familiales, qui est le dernier syndicat en termes d'influence de syndicats agricoles, qui a une longue histoire, qui est né après la Seconde Guerre mondiale et qui était un peu le pendant de gauche, si l'on peut dire, mais vous allez me corriger tout de suite, de la FNSEA, qui était un syndicat proche, il fut un temps, même du Parti communiste français, et qui défend par définition la petite agriculture familiale. Donc ça, c'est sa première responsabilité, Pierre Thomas. Et la deuxième responsabilité, c'est qu'il est le maire d'un village de 700 à 800 habitants qui s'appelle Ygrande avec un Y, qui est un village près de Bourbon-l'Archambault. C'est d'ailleurs dans cette magnifique partie de la France qui s'appelle l'Allier, et donc près du Bourbonnais. Voilà, je vous ai bien présenté. Tout à fait. Alors merci Bonjour à tous. Merci d'être venu sur UPR TV. Alors, dites-nous en deux mots qui vous êtes. Alors, vous faites quoi comme profession d'abord ? Alors moi, je suis bien évidemment agriculteur. Je suis agriculteur depuis 1983 maintenant. Donc voilà, j'approche de la retraite que je vais prendre bientôt, du moins je l'espère. Elles ont été revalorisées un peu, c'est pas dommage. Elles sont encore très inférieures aux souhaits que l'on a. Hein. Mais voilà, peut-être nous en reparlerons. J'ai été très vite bercé dans le syndicalisme puisque j'ai été responsable des jeunes agriculteurs dans mon département avant même mon installation. J'étais toujours aide familiale au moment où j'étais président départemental. Puis j'ai eu des responsabilités nationales au sein des jeunes agriculteurs. C'est le nom qu'on lui donne aujourd'hui, c'était le CNJA à l'époque. Voilà. En parallèle de ça, je me suis engagé aussi très rapidement en 83 en tant qu'élu municipal pour être maire en 95. Et depuis, je suis resté maire de ma commune. Donc voilà. Donc au niveau syndicalisme agricole, après avoir passé un temps au niveau des jeunes agriculteurs, j'ai eu une période où je n'ai été aucun syndicat, où je suis resté suite à des désaccords que j'avais dans mon département. Et puis le mouvement de défense des exploitations familiales est venu me voir en disant voilà, on sait que tu défends des valeurs qui sont proche de nous, on aimerait bien t'avoir parmi nous, et puis tu as un petit peu d'expérience dans un certain nombre d'endroits, donc voilà. Tu nous intéresses, et c'est comme ça que je suis entré au niveau du syndicat, du MODEF, et puis la vie a fait que j'en ai pris la présidence il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Alors le MODEF, je l'ai dit en préambule, c'est un syndicat qui s'est créé, vous allez me rappeler la date exacte ? En 59. C'est un syndicat qui s'est un peu créé, je parle sous votre contrôle, en scission avec la FNSEA pour défendre une vision de défense des exploitants familiaux et qui s'est un peu créé aussi par une opposition sur la politique européenne. Alors, c'est tout à fait ça. Le MODEF s'est créé par une scission à l'intérieur de la FNSEA, c'est complètement ça, suite à une évolution de la politique agricole et notamment la création de l'Europe et la constitution à l'intérieur de la politique agricole de la PAC, de la politique agricole commune. Le MODEF a vu à un moment donné quelque chose qui ne pouvait pas être bien pour le monde agricole,
C'est-à-dire que cette politique agricole de 1960-62, enfin de 58, parce que ça a commencé là, en 58, il y a eu tous ces épisodes-là au niveau de la création de l'Europe, voyait déjà se poindre la disparition des agriculteurs, l'agrandissement des exploitations, la spécialisation de l'agriculture, ce qui s'est fortement développé par la suite, qui a fait qu'aujourd'hui, on n'est plus que 470 000 agriculteurs, c'est-à-dire que nous avons un nombre d'agriculteurs qui n'est plus aujourd'hui suffisant pour nourrir notre population, ce qui est quelque chose d'absolument dramatique. Et donc la spécialisation, le libéralisme qui s'est mis en place dans cette politique agricole commune et la spécialisation de l'agriculture a fait qu'aujourd'hui, nous sommes peu nombreux, mais nous ne produisons plus suffisamment de nourriture pour nourrir la population française. Donc nous sommes dans une situation grave et qu'il nous faut remédier rapidement si on veut conserver notre indépendance, si on veut conserver une certaine souveraineté de notre pays. Nous ne pouvons pas continuer dans cette logique-là. Nous devons véritablement changer de politique agricole. Alors, il me semble, je parle sous votre contrôle aussi, je crois savoir qu'aux alentours du traité de Rome, vers 57-58, il y avait quelque chose comme à peu près 2 millions d'agriculteurs en France. Oui, à peu près. Donc on a divisé en gros par 5 depuis la création de l'Union européenne. Non, du marché commun d'abord, de l'Union européenne ensuite à partir du traité de Maastricht de 1992. Donc ce que vous nous dites, enfin, malheureusement je le savais, mais c'est très important pour que le grand public qui nous écoute mesure bien ce qui est en train de se passer. La France est un pays qui est traditionnellement connu pour être un pays alors à la fois avec des climats tempérés, des plaines très fertiles, avec notamment des endroits de France où il y a des merveilleuses possibilités de développer à la fois de l'élevage, du céréal, de la vigne. Enfin, c'est un pays un peu béni des dieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jules César était intervenu en Gaule à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est le moment de la guerre des Gaules. C'est parce que ça voulait servir un peu de colonie de peuplement et de se fournir un grenier pour ce qui allait devenir l'Empire romain. Donc on peut dire que depuis à peu près 2000 ans, la France est une grande puissance agricole, même la première puissance agricole d'Europe. Et puis vous nous dites qu'en fait, eh bien, depuis quelques années, disons depuis l'arrivée de l'Europe, petit à petit, cette puissance s'est vue concurrencée par d'autres, au point que désormais, alors qu'avant nous étions ultra autosuffisants, maintenant nous ne sommes plus autosuffisants. La France n'est plus autosuffisante dans toute une série de spécialités. C'est bien ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a eu une politique agricole commune qui, au départ, a fait son boulot. C'est-à-dire qu'on a eu une augmentation de la productivité d'une manière assez considérable par la spécialisation de l'agriculture, par l'agrandissement, une modernisation. Par des subventions. Par des subventions mais qui, à l'époque, j'en ai souvent parlé, à l'époque, les subventions européennes de l'époque, elles étaient financées par l'Allemagne. Et la France était bénéficiaire nette. Donc De Gaulle avait négocié ça. Il avait trouvé le traité de Rome dans la corbeille quand il était arrivé à l'Élysée en 1958. C'est pas lui qui l'avait négocié, ça avait été fait avant et ratifié sous la présidence du Conseil de la 4e République. Mais il y avait pas grand-chose qui s'était passé jusqu'aux accords de la fin de la guerre d'Algérie en 1962. Et donc De Gaulle lance la politique agricole commune pour essayer de faire financer par l'Allemagne, c'est une grande pensée des militaires français depuis longtemps, de faire financer par l'Allemagne un peu la modernisation de l'agriculture française. Donc ça, au début, c'était bien, ça avait bien marché. La France était bénéficiaire nette, on est dans l'Europe des 6, et la France est bénéficiaire nette des fonds européens. Elle donne moins à la Commission européenne à l'époque qu'elle ne reçoit. Voilà. Donc ça, c'était une bonne chose à cette époque-là. Alors, avec le temps, on peut dire qu'il y a eu une évolution importante et il faut se rappeler qu'à cette époque-là, la France, donc on n'était pas loin de la fin de la guerre quand même, hein, donc la France avait besoin aussi de se reconstruire, donc de se moderniser. Donc ce travail-là a été fait et la France avait aussi besoin de bras. Donc pour l'industrie. Donc une partie du monde agricole est partie travailler à la ville et partie travailler en usine. Donc c'est cette politique-là, avec les subventions, avec les aides, qui a permis ça. Après, nous sommes très vite arrivés, c'est-à-dire qu'on a eu des effets très bénéfiques et on a parlé de surproduction dans les années 70. Il faut se rappeler des montagnes de beurre, des montagnes de lait, de ces choses-là, de la viande qu'on a. Alors,
on peut le dire aujourd'hui, mais il y a eu des bateaux qui ont été chargés de viande et qui ont été balancés à la mer. En poudre de lait, en beurre, c'est pareil, il y a eu des destructions massives. Donc voilà. Donc il y a eu et à partir de là déjà, aurait fallu à ce moment-là, à partir des années 70, du milieu des années 70, il aurait fallu changer d'orientation politique pour pouvoir s'adapter plus aux besoins véritablement de la population. Or, on est resté sur cette même logique. Ce qui a amené les quotas laitiers en 84. En 84, bien entendu, on était dans un cadre de surproduction laitière, et donc on a mis des quotas. On a fait partir une masse de petits producteurs qui étaient là dans cette campagne. On a continué de moderniser, on a agrandi les exploitations. Voilà. Et puis, on a eu, après, par la suite, cette grande réforme de la PAC de 93 qui a amené les aides directes. Avant, il y avait simplement pour l'élevage, en 78, il y avait déjà eu des aides qui étaient mises pour l'élevage allaitant. Mais à partir de 93, on a mis des aides pour tout le monde. Ce qui a modifié complètement les choses au niveau agricole, c'est-à-dire qu'un agriculteur, il produisait, certes, mais il avait aussi intérêt à aller chercher des aides directes, des aides à l'hectare, des aides directes. Et donc là, il y a encore eu un agrandissement important. Et puis les plus grosses exploitations ayant un peu plus de réserves financières que les autres, ont pu s'agrandir un peu plus vite. Et là, on a revu encore une disparition importante du nombre d'agriculteurs. Par contre, la conséquence de tout ça, c'est que l'agrandissement des exploitations, l'industrialisation, alors il faut faire attention, on est en France, quand on parle d'industrialisation, c'est pas l'Amérique, c'est pas les feedlots, on n'est pas tout à fait dans cette logique-là, mais on est en France, on est aussi dans une Europe où 89, suppression, enfin le mur de Berlin qui est tombé, donc une économie agricole aussi qui arrive directement avec des importations, des produits à très bas prix, puisqu'il y a eu, à partir du début des années 90, notamment, une décapitalisation très très importante dans ces pays de l'Est qui sont arrivés en Europe. Donc on a eu cette crise. Donc, voilà. Ce qui amène donc effectivement à ces primes. Ces primes, elles amènent un comportement différent. On va chercher les primes et on ne s'occupe plus de la production. Et on a eu depuis, on a une baisse de la productivité au niveau national. On a une baisse de la productivité, c'est-à-dire qu'on avait une courbe qui est montée, puis on a une courbe qui descend. Et ça, c'est dramatique aujourd'hui, parce que les primes aujourd'hui ne suffisent plus aux revenus. On a près de 50% des agriculteurs qui ont moins de 500, 700 euros, ça dépend à peu près des chiffres qu'on prend, de revenus mensuels. On a plus de 500, c'est 100. Je me permets d'insister, 500 à 700 euros par mois, hein, par le revenu d'une famille, en fait. En 2015, on avait un peu plus de 600 suicides au niveau du monde, 630 suicides au niveau agricole. Donc on est dans une situation qui est dramatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de Zola. Toute proportion gardée. On n'est pas très loin de Zola quand même. De cette misère, de cette concurrence qui peut aussi y avoir. Donc on a besoin aujourd'hui de retrouver une souveraineté alimentaire, une souveraineté agricole, une souveraineté alimentaire. Pourquoi ? On ne produit que 50% de nos besoins en fruits et légumes. Il y a 25 ans, on était à l'autosuffisance. C'est-à-dire qu'on est obligé d'importer des produits. On a, en France, et c'est sans doute tant mieux, les normes les plus restrictives en termes de production. C'est-à-dire qu'on est l'un des pays les plus propres en termes de production. Mais du fait qu'on importe 50% de nos fruits et légumes, on importe des produits à bas prix, produits dans des conditions qui n'ont pas du tout les mêmes normes que nous. C'est-à-dire qu'on est victime d'une importation avec des produits peu chers, de moins bonne qualité. Donc, on a, et la France est une grande puissance mondiale, on a le droit dans ce pays d'avoir des produits de qualité et qui permettent à chacun de pouvoir se nourrir correctement et de faire vivre aussi correctement ceux qui les produisent. Or, c'est pas le cas. Donc, il nous faut absolument changer cette politique-là pour permettre aujourd'hui d'installer plus de jeunes,
de retrouver un système de production qui soit beaucoup plus respectueuse, certes de l'environnement, mais de l'agronomie également. On a perdu énormément de fertilité dans les sols, notamment par le fait qu'on est retourné beaucoup de près, c'est-à-dire qu'on a moins d'humus qu'il y a 25, 30, 40 ans. Donc il faut qu'on retrouve cette fertilité-là des sols, il faut qu'on retravaille complètement d'une manière complètement différente et qu'on arrête ce libéralisme agricole dans lequel on est pour s'organiser mieux, répondre plus aux besoins des consommateurs et des agriculteurs. Et nous ne sommes plus suffisamment nombreux aujourd'hui pour assurer le renouvellement. Et donc les enfants d'agriculteurs qui s'installaient et qui assuraient le renouvellement ne seront plus suffisants. Donc il va falloir qu'on aille chercher du monde urbain qui n'a plus cette connaissance du milieu rural, qui n'a plus cette connaissance de cette vie qui est quand même un peu différente. Donc il va falloir retrouver aussi là des équilibres sociaux, des équilibres culturels également. Absolument. Alors en fait, ce que vous dites, si vous me le permettez, va dans ce que j'explique depuis des années, c'est que il y a, par les traités européens notamment, j'ai l'article 38 et l'article 39 sur la politique agricole commune dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui fixe à la politique agricole commune un objectif d'abord et avant tout d'augmentation de la productivité. Ce qui est délirant d'inscrire ça dans un traité qui n'a pas de date limite. Ça veut dire augmenter la productivité. Si on prend au pied de la lettre les traités européens, ça veut dire qu'il faut produire plus l'année prochaine que cette année, plus dans 2 ans que l'année prochaine, plus dans 3 ans, etc. Donc il y a quelque chose de fou là-dedans. C'est qu'on donne la priorité à la productivité, la compétitivité, donc en fait une espèce d'agro-industrie au détriment de tout le reste. Il n'y a pas de contraintes dans les traités européens, ni sur le maintien d'une population active minimum en pourcentage en zone rurale, ni sur le maintien de certaines traditions, ni sur la qualité des terroirs, ni sur la soutenabilité à long terme de ce genre d'agriculture, ni sur ce qui est beaucoup évoqué en ce moment, c'est-à-dire les questions d'écologie, puisque effectivement on fait venir des produits, notamment des fruits, mais aussi beaucoup d'autres choses, de pays lointains, ce qui, en termes de production de gaz à effet de serre, est quand même fâcheux. Je parle sous votre contrôle. Ce qui est également quand même notable, c'est que c'est quand même la course systématiquement au moins 10 ans salarial et social. Je sais qu'à l'Hubert, nous avons des agriculteurs. Il y en a qui travaillent dans les fruits et légumes, qui me disaient que au moment de la cueillette des cerises, par exemple, en France, d'abord, il y a très peu de Français qui veulent cueillir des cerises, donc on a souvent recours à de la main-d'œuvre immigrée temporaire, venue du Maroc, et par ailleurs, on est obligé, contraint en France, de les payer au SMIC, ce que je trouve parfaitement normal. Mais il se trouve qu'il y a des pays dans l'Union européenne où il n'y a pas de SMIC. C'était le cas, ça a peut-être changé, mais c'était le cas en Allemagne, où il n'y avait pas de SMIC dans la filière de fruits. Et donc on se retrouve avec des pays, alors je ne parle même pas des pays de l'Est, qui ont des coûts très inférieurs et qui donc font de la concurrence déloyale. C'est pareil pour le porc. Je crois savoir que depuis qu'il y a eu cette idée de génie de faire des sanctions contre la Russie, notamment à cause de l'affaire de Crimée, eh bien la Russie a pris des contre-mesures face aux sanctions prises par l'Union européenne, par exemple en n'achetant plus les productions de charcuterie de porc de Pologne, qui était un des grands débouchés. Du coup, la Pologne déverse le porc vers l'Europe de l'Ouest. Donc ça termine le marché au cadran en Bretagne et on a eu comme ça des crises sur le prix du porc, etc. En fait, ce qu'il faut dire, enfin je crois que vous ne me contredirez pas, ce qu'il faut dire, c'est que, en gros, pour simplifier, la construction européenne, au début, dans les 5-10 premières années, a été un moyen vraiment important de modernisation aux frais de la princesse allemande, si j'ose dire, de la modernisation de la compétitivité de l'économie de l'agriculture française. Et d'ailleurs, un certain nombre d'agriculteurs ont conservé ça à l'esprit que, grosso modo, c'était positif. Mais maintenant, ça fait belle lurette que ça n'est plus le cas. D'abord parce que depuis les années 90, on est devenu désormais des contributeurs nets. Donc on donne plus d'argent à l'Union européenne que l'on en reçoit, de telle sorte que si nous n'étions pas dans l'Union européenne, on pourrait donner les mêmes subventions qu'actuellement aux agriculteurs, et ça irait beaucoup plus vite plutôt que de passer par Bruxelles. Mais en plus de ça, tout a été fait finalement, je suis un peu désolé de vous le dire compte tenu de vos fonctions, mais pour détruire les exploitations familiales. Que ce soit la concurrence avec les pays de l'Est, que ce soit la concurrence avec les pays, je ne parle même pas du Mercosur ou des productions des pays des groupes de Cairns par exemple, que ce soit avec les productions de fruits partout, que ce soit la concurrence salariale.
au bout du compte, eh bien, on assiste à la diminution du nombre d'exploitations agricoles. Alors vous faites quoi face à ça, monsieur? Alors il ne faut pas être désolé, parce que c'est le constat que nous faisons. Nous pensons et nous militons, nous, pour que l'on maintienne une agriculture familiale. Oui. Nous pensons que... Alors, l'agriculture familiale, c'est quoi l'agriculture familiale ? Faut déjà essayer de définir ça. C'est-à-dire, c'est l'agriculture à responsabilité personnelle. Ça veut dire qu'un agriculteur, il est responsable de son travail, de son capital, de son outil de travail, voilà, et responsable, en fait, totalement, et qu'il a personne au-dessus de lui qui le dirige. C'est-à-dire, c'est pas un salarié, c'est quelqu'un qui vit voilà, de sa propre initiative. Voilà. Donc nous définissons l'agriculture familiale comme ça. Alors l'agriculture familiale, nous on parle de petite et moyenne exploitation, parce que souvent, quand on va sur un peu plus loin, on a des capitaux étrangers qui arrivent. Et donc, quand on a des capitaux qui arrivent en dehors de l'exploitant, c'est déjà plus trop l'exploitant qui dirige. C'est plus lui, c'est donc ceux qui détiennent le capital. Donc on a déjà les banques qui sont là, qui font déjà pas mal de boulot de ce côté-là, parce que aussi quand on emprunte au niveau agricole, si on n'est pas tout à fait dans le moule, souvent la banque nous dit non, mais nous, faudra avoir tant de primes. Si vous n'avez pas tant de primes, vous ne pouvez pas. Donc on a aussi ce système-là. Mais on a fait des agriculteurs des chasseurs de primes. Des chasseurs de primes, bien sûr. C'est une espèce de fonctionnalisation un peu de la fonction agricole. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, que le monde agricole ne veut pas. Le monde agricole ne veut pas être fonctionnaire. Quand on choisit ce métier-là, c'est un métier parce qu'on est dans la nature, qu'on est libre, on peut se lever le matin à l'heure où on souhaite faire le boulot. Enfin, c'est un boulot qui demande beaucoup de travail, qui demande beaucoup d'implication, mais on n'a personne sur le dos. C'est la liberté. Oui. C'est la liberté. Et c'est quelque chose qu'on recherche. Et les agriculteurs s'installent, on dit qu'ils sont agriculteurs par vocation, mais parce qu'ils recherchent une certaine liberté d'action, une certaine liberté. Tant qu'on a un encadrement qui est trop important, on n'a plus de liberté. Les primes ont supprimé la liberté, puisque vous ne pouvez pas modifier votre exploitation comme ça du jour au lendemain. Vous avez des engagements qui durent. Enfin bon, voilà. Vous avez sur des mesures environnementales, vous avez des engagements sur 5 ans. Ça veut dire attention, s'il y a un arbre qui est mort, il faut faire attention pour le couper et pas le couper. Enfin, on en est là quand même. On est sur des contraintes extrêmement importantes. Donc, sur cette liberté-là, on la perd petit à petit. Sur la liberté économique, on la perd aussi, puisque le système veut qu'on pressure les prix des produits agricoles pour avoir, paraît-il, le coût le moins important au panier de la ménagère. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait vrai. Quand on parle de la loi Egalim, la première loi Egalim, la loi Egalim 1, donc qui avait été faite notamment pour redonner une partie des marges aux agriculteurs. Il s'est passé quoi ? On a eu une baisse des prix à la production et une augmentation des prix à la consommation. C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'inverse, enfin, cette loi Egalim, pendant cette période-là, il s'est passé exactement l'inverse de ce qui était recherché. Donc on s'aperçoit que ça convient pas. Donc c'est au profit de la grande distribution. C'est au profit de la grande distribution, d'un certain nombre d'intermédiaires qui peuvent être là. Donc la grande distribution, elle est en train d'essayer de s'adapter, plus ou moins. Mais il faut réfléchir différemment. Dans notre pays, on a aujourd'hui, on est à moins de 10% du panier de la ménagère qui va à l'alimentation. Si on veut avoir des produits de qualité et si on veut rémunérer et continuer de ne pas avoir et ne pas avoir faim à l'avenir, il va falloir augmenter cette part-là. Mais ça veut dire que quand la grande distribution ou un certain nombre de lobbyistes derrière vendent ou conditionnent les gens pour acheter un certain nombre de produits, je pense notamment au téléphone, un certain nombre de choses comme ça, qui prennent des proportions gigantesques, ou un téléphone où la part de la téléphonie est plus importante que la part de l'alimentation dans un certain nombre de budgets, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a perdu une partie des valeurs. Donc il va falloir que, là aussi, il y ait une évolution de la société pour qu'on retrouve un certain nombre de valeurs, un certain nombre de choses qui sont en train de disparaître. Et la distribution et une partie de cette finance, il faut qu'ils arrêtent de pressurer absolument les consommateurs et les agriculteurs. Il faut redonner de la marge. On a quand même, aujourd'hui, vous en parliez tout à l'heure, là, on a une captation des richesses qui sont prises véritablement par quelques personnes. Alors, le système, on est dans un système capitaliste, on sait que ça fonctionne comme ça, mais quand
quand même, il y a des choses qui sont démesurées pour lesquelles qui sont inacceptables, qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui, qui sont pas acceptées. Monsieur le président du MODEF, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je ne suis pas là pour vous faire la promotion de notre mouvement à vos yeux, mais rappelez simplement aux gens qui nous écoutent que là je suis tout à fait d'accord sur toutes ces analyses. Nous ce qu'on pense, c'est qu'il faut d'une façon ou d'une autre rétablir des protections aux frontières. Ça peut être des protections intelligentes, comme par exemple la Suisse, qui, au moment de la culture, la production des fraises ou de cerises en Suisse, qui produisent des fraises et des cerises, ils sont en dehors de l'Union européenne. Ils peuvent donc poser des barrières douanières pour éviter d'importer des cerises, par exemple, d'Espagne. Ça leur permet de favoriser leur production. Et puis lorsque la saison est passée en Suisse, ils vont baisser leurs droits de douane pour faire venir des productions d'autres pays. Il y a donc un jeu national. Les enjeux nationaux, c'est que de permettre aux dirigeants d'un pays, en l'espèce la France, de gérer au mieux notre commerce extérieur. Les protections, ça ne veut pas dire empêcher les importations, etc. Ça veut dire moduler ça au mieux des intérêts du consommateur et du producteur. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a derrière tout ça un combat contre la malbouffe. Il y a aussi derrière tout ça un combat pour l'écologie. Et puis je dirais aussi... et puis on s'arrêtera peut-être là sur la question de l'agriculture, parce que je vais vous interroger sur la ruralité, puisque vous êtes maire. Il y a peut-être aussi, je pense, derrière ça quelque chose de plus profond, qui est la question de une certaine forme de civilisation. C'est-à-dire, je pense que la France, c'est quand même une civilisation agricole à l'origine, depuis, je le disais tout à l'heure, depuis 2000 ans. Et la désertification rurale, la perte de savoir-faire ancestraux, le fait que l'agriculture va se réfugier un peu dans des petites stratégies de niche. Alors il y a toujours, et là on a tel ou tel vignoble d'AOP qui est ou tel fromage. C'est très bien, ça a beaucoup de valeur ajoutée. Mais quand même, est-ce que la France peut devenir un pays sans agriculteurs, si ce n'est que des très grands conglomérats? Personnellement, je pense que ça serait un peu la mort un peu de l'âme de la France. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il y aurait une perte effectivement culturelle très importante. Je pense que ça serait effectivement assez dramatique. On a notre qualité de vie. Enfin, la France, c'est quand même le pays des droits de l'homme. Il y a quand même une culture derrière de bien-être un peu universel. Donc cette partie-là, on ne doit pas forcément donner des leçons aux autres pays. C'est pas ça que je veux dire. Mais on avait quand même un peu cette place-là. Donc on est un peu en train de perdre malgré tout. Donc c'est quelque chose qui est dommageable. Sur la partie strictement agricole, être dépendant, qu'on soit un pays qui soit dépendant des autres pour assurer son alimentation, ça veut dire que c'est plus un pays autonome. C'est un pays qui a perdu sa souveraineté. C'est un pays qui donc dépend des autres. Ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un ferme les frontières et on a faim. Et on pourrait être dans ce cadre-là aujourd'hui. Alors on est dans une situation où la paix est relativement... Enfin bon voilà, il y a des échanges économiques, une guerre qui se fait un peu différemment entre différents pays. Pour le moment, on a encore les capacités d'aller chercher un certain nombre de produits. Mais si on ne met pas un certain nombre de protections à nos frontières, si on prend l'exemple de la cerise, par exemple, la cerise qui a des conditions de production en France qui sont différentes de celles de l'Espagne. Les conditions de production en France, avec l'interdiction d'un certain nombre de molécules et d'insecticides notamment, font que, certes, on protège l'environnement, et c'est une excellente chose, et il faut le faire, c'est pas ça qui est à remettre en cause, mais nous avons une diminution de la production par rapport à nos voisins espagnols, qui, eux, en plus, en ayant des conditions de production différentes, une main-d'œuvre avec des conditions différentes, arrivent à nous concurrencer, et c'est-à-dire qu'on arrête de produire, nous, pour aller importer des produits qui sont de bien moins bonne qualité. On perd sur tous les tableaux. On perd sur tous les tableaux. Donc, c'est pas possible. On perd au niveau de dépendance alimentaire, on perd en termes économiques, on perd en termes écologiques. Donc, on n'a aucun bénéfice. Donc, nous, ce qu'on demande par rapport à ça, c'est que, notamment, bien évidemment qu'il faut des échanges avec les pays extérieurs, mais on ne peut pas importer des produits, d'abord quand on les produit suffisamment chez nous. Nous, on demande à ce qu'on sorte de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Pourquoi ? Parce que chaque pays doit être souverain et avoir sa propre souveraineté. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la guerre, ça veut dire au contraire qu'on peut être les plus amis possibles. C'est deux choses complètement différentes. Mais
on est ami avec quelqu'un quand on est équivalent avec quelqu'un. Quand on est dépendant de lui, on ne peut pas être ami. Vous savez que si vous voulez sortir de l'OMC, ce que je comprends, ou plus exactement de défendre nous-mêmes notre steak, si j'ose dire, à l'OMC, ça veut dire sortir de l'Union européenne. Puisque la politique agricole commune est gérée, justement, c'est la première politique intégrée, et donc c'est géré par le représentant de l'Union européenne dans le cadre de l'OMC. Il va falloir que je vous fasse passer un bulletin d'adhésion, monsieur le président. Alors moi, nous, on considère que le problème de l'Europe, c'est que l'Europe, on a construit une Europe avec... Alors, on en a parlé un peu en aparté tout à l'heure, mais on a construit une Europe avec des traités qui gèrent... C'est-à-dire que ce ne sont plus les peuples européens qui sont capables de gérer et capables de faire évoluer l'Europe, c'est des traités qui règlent ça. Il n'existe pas dans aucune constitution, enfin il me semble que c'est complètement illogique qu'on mette des mesures économiques, voilà, des politiques économiques dans d'une constitution me paraît quelque chose de complètement anormal. Donc moi, j'allais dire, c'est pas l'Europe qui est en cause en tant que telle. L'Europe, elle existe. C'est qu'est-ce qu'on en a fait de cette Europe. Mais les traités européens. Ces traités européens sont des traités qui n'ont pas lieu d'être tels qu'ils sont aujourd'hui. On doit avoir une constitution européenne. On doit avoir ces traités. Alors, le traité de Maastricht, le traité de Lisbonne ont amené des conditions dans lesquelles on ne peut pas s'en sortir. C'est pas logique. C'est le fruit de 64 ans, depuis 65 ans, depuis 1957. C'est le fruit de sédimentation, de compromis, puisque tous les pays qui sont dans cet attelage ont des intérêts totalement différents. On n'a pas dit rien sur l'euro, mais l'euro contribue aussi à plomber la compétitivité des produits agricoles français, de même que les conditions salariales. Monsieur Pierre Thomas, qui est le président du MODEF, avec qui j'ai grand plaisir à débattre, parce qu'on a des positions quand même très voisines. Il est également le maire de Ygrande, donc c'est un village de 800 habitants. 800 habitants. 793. 793 habitants. Vous êtes né à Bourbon-l'Archambault, donc qui est une très jolie petite ville qui est à côté, avec d'ailleurs les restes d'un château fort. Donc c'est dans le Bourbonnais, c'est très très joli. C'est la France. C'est la France telle qu'on l'imagine, telle qu'on la rêve. C'est la France avec sa douceur. Vous êtes donc maire depuis... Vous avez été conseiller municipal, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure pendant longtemps. Vous êtes le maire. Qu'est-ce qui vous semble de ce qui se passe en ce moment avec les petites communes de France, la ruralité, le rôle du maire dans l'appareil administratif français ? Là aussi, le rôle du maire, il a beaucoup évolué. Auparavant, le maire était certes un notable qui avait... Alors qu'il ait perdu sa notion de notable, c'est pas grave, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Quand on s'engage, c'est parce qu'on veut rendre service, qu'on veut faire un certain nombre de choses. La notabilité, c'est pas là le problème. Par contre, on a perdu énormément de pouvoir, malgré tout, et puis on est amené à faire un certain nombre de tâches qui sont extrêmement, je vais dire, ingrates, c'est-à-dire que on a à gérer tous les problèmes de voisinage, on a à gérer le problème du chien qui se balade, on a à gérer un certain nombre de choses. Sur les infrastructures et sur les infrastructures communales, on a de moins en moins de prise. Pourquoi on a de moins en moins de prise ? Parce que aujourd'hui, là aussi, j'allais presque dire, le pouvoir d'achat des communes a beaucoup baissé. Les finances, nous sommes amenés à dépenser beaucoup d'argent sur des choses que nous ne faisions pas auparavant, et puis un certain nombre de choses qui nous semblent utiles, notamment l'organisation de la commune. On a de moins en moins de moyens. Aujourd'hui, il est plus facile d'être dans une métropole que d'être dans un village rural. D'abord, les dotations d'État sont sans commune mesure par habitant. Par habitant, c'est pas par territoire, c'est par habitant. Les aides nationales et les aides européennes, nous avons des peines à capter les aides européennes, alors que les métropoles, eux, ont pas de peine. Pourquoi nous avons des peines ? Parce que nous n'avons pas les structures suffisamment grandes pour pouvoir avoir une ingénierie qui est adaptée pour pouvoir faire ça, mais
Si on est dans une structure qui est suffisamment grande, on va se concentrer, et c'est ce qui se passe avec l'agrandissement, ce qui s'est passé avec l'agrandissement des régions, c'est-à-dire que le monde rural est un petit peu délaissé. Les communautés de communes, on a vu les communautés urbaines aussi qui se sont mises en place. Alors moi j'ai la chance de ne pas être dans une communauté urbaine, on est dans une communauté de communes, où on a 25 petites communes, mais les communautés urbaines, ils se concentrent autour de la partie la plus urbanisée, et le reste à l'écart. Donc, cette logique-là, on accentue la désertification rurale. La Poste est partie, la Poste part, les trésoreries sont en train de partir. Les écoles, on nous incite fortement à une concentration d'un seul lieu des écoles par petite région. Sur les routes, on a des peines à entretenir nos routes. Enfin, voilà. Sur l'urbanisme, avec la loi NOTRe qui s'est mise en place, ça veut dire que aujourd'hui, on est pour beaucoup de communes dans l'impossibilité d'avoir un développement, j'allais dire urbain, ou d'avoir un développement économique. C'est-à-dire pour pouvoir installer une entreprise chez nous, c'est compliqué. Même si elle a la volonté de vouloir s'installer, on n'a parfois pas les aides, mais aussi on est bloqué en termes de construction. Vous ne pouvez pas installer une entreprise en pleine campagne. C'est quasiment interdit. Et alors, quel bilan tirez-vous alors déjà sur les dotations globales de... Ça, je me permets de le dire, pas pour vous, mais je le dis pour nos auditeurs, que moi, dans mon programme, il y a l'idée que effectivement les dotations globales de fonctionnement versées par l'État aux communes rurales, se sont effondrées, en fait. Et nous, dans le programme que j'ai présenté, c'est que je prends l'engagement de revenir au niveau des DGF de 2014, c'est-à-dire de redonner aux communes de France moyen de vivre. Parce que il y a derrière des questions budgétaires, mais il y a aussi derrière une véritable politique d'État, commandée d'ailleurs par l'Europe, qui consiste en fait à vouloir diminuer de force le nombre des communes de France, au motif qu'il y aurait trop de communes en France. J'ai déjà eu l'occasion 50 fois de l'expliquer. On nous explique qu'il y a 36 000 communes ou 35 000 communes en France, alors que c'est beaucoup plus qu'ailleurs. Mais ce qui se cache derrière, c'est en fait la fin de la démocratie locale au niveau du terrain pour avoir des regroupements de communes qui fait que le maire, alors que le maire, vous le disiez, peut être appelé à tout moment du jour ou parfois de la nuit parce qu'il y a un chien errant ou parce qu'il y a un arbre qui est tombé chez le voisin d'à côté ou parce qu'on n'a pas vu une voisine qui est dans un hameau, ça fait 3 jours qu'on l'a pas vu. S'il y a des fusions de communes, dans quelques années, ça sera un maire qui sera peut-être à 25 km de là. Et donc la qualité de service à la population sera d'abord beaucoup plus chère parce qu'il y aura des fonctionnaires qui seront payés alors qu'il y a énormément de bénévolat dans les petites communes. Ça sera donc plus cher et moins efficace, que ça prendra beaucoup de temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de raisonnement ? Il y a eu, quand François Mitterrand a été président de la République, il y a un de ses conseillers qui... Notamment, on disait, mais si on supprimait ces communes, ça serait quand même beaucoup plus facile à gérer, tout ça. Il suffirait de mettre quelques personnes. Et François Mitterrand lui a répondu, mais si on supprime tous les maires, il va falloir mettre beaucoup plus de fonctionnaires, et la France est incapable de payer tout ce monde-là. Mais c'est vrai, mais c'est de la vérité. Ce qui était vrai. Donc il fallait conserver effectivement les communes. Si on n'a plus ce service-là communal, si on n'a plus ce service de proximité, de ces gens qui sont à l'écoute, de ces gens qui sont... On a organisé la poste, on a organisé les garderies, on essaie de faire plein de choses. On est aussi très proche de la population, c'est-à-dire que je crois que c'est, je sais plus qui a dit ça, on était à portée d'engueulade de n'importe quel citoyen. Effectivement, quand on a c'est pas mal ça. Je le mal fait son boulot ou qu'il a mal été compris, on peut se faire engueuler, on se fait engueuler régulièrement parce que c'est ça. Bon. Peu importe, on s'explique, mais et c'est pas pour autant qu'on nous aime pas, hein, c'est deux choses différentes. Mais donc tout ce travail-là, quand on éloigne le centre de décision en fait de la population, c'est effectivement la démocratie qui part. C'est la démocratie qui est perdue, et on ne peut pas aller dans une organisation de la société qui soit complètement administrée par des fonctionnaires. Moi, j'ai rien contre les fonctionnaires. On a des fonctionnaires qui sont superbes et qui font bien leur boulot. Par contre, on a un certain nombre de technocrates qui pensent avoir les bonnes idées et qui sont complètement en dehors de la réalité du terrain.
Aujourd'hui, la suppression des perceptions dans le milieu rural fait que nous ne savons pas comment nous allons pouvoir gérer nos communes. Les secrétaires de mairie sont en train de s'arracher les cheveux parce que tout va être très cadré et on pense qu'elles ne pourront pas avoir... il va falloir qu'elles passent au moins une fois par semaine en mairie, c'est-à-dire qu'elles ne pourront pas ne pas avoir de vacances, par exemple. Ça va être compliqué. Donc on est dans un système où on a... parce qu'avant, on organisait un peu les choses. Le fait qu'on n'ait plus de trésorerie, ne serait-ce que pour faire les payes. Si on n'a pas un tout petit peu prévu à l'avance et si jamais il y a une moindre erreur, imaginons par exemple la suppression des trésoreries fait que vous avez une assistante maternelle qui est malade dans une commune. Elle est malade le 15, elle est remplacée le 16 et jusqu'au 20. On ne pourra pas la payer avant le mois suivant. On est dans un monde de fous, alors qu'on devrait améliorer la situation des gens. On va à l'inverse. Je ne sais pas où on va. On va complexifier, ça va coûter plus cher et ça marchera moins bien. Pour les gens qui nous écoutent, ça, ce que vous dites me rappelle un souvenir de quand j'ai débuté ma vie professionnelle à la sortie de l'ENA à l'Inspection générale des finances. La première mission qui nous est confiée, c'est d'aller vérifier un percepteur. Donc j'étais allé dans une perception, dans une petite... enfin, c'était même une assez grosse ville. C'était sur la Côte d'Azur. Et j'étais allé vérifier le percepteur. Bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque perception, il y a des comptes. La perception, elle était là pour encaisser donc les impôts des particuliers, par exemple, ou des sociétés, mais aussi pour tenir les comptes des municipalités, y compris d'ailleurs les fameux tickets d'entrée à la piscine qui avaient... Voilà. Alors ce système, ça donnait un rôle de conseil, en fait, au maire local. Il y avait une très grande proximité entre le comptable public payé par le ministère des Finances et les adjoints qui dépendaient en fait du ministère des Finances, qui sont des gens très aguerris, mais qui servaient vraiment localement de conseil aux collectivités locales, parce que les maires, d'abord ça se renouvelle régulièrement, les maires, ça n'est pas forcément leur métier, et donc ils ont besoin, eux, même s'ils ont l'appui d'un ou d'une secrétaire de mairie, ils ont besoin de cet appui. Donc ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'en fait, la fin des perceptions va éloigner là aussi, et donc on risque d'avoir des problèmes vraiment de gestion publique très importants, et tout ça ne fait qu'au bout du compte éloigner la population du niveau qui prend les décisions. Donc ça fait de la France un pays qui perd de plus en plus son essence démocratique pour devenir un pays qui est la proie de bureaucrates sans âme situés très loin et qui fixent comme ça des règles qui ne sont comprises par personne. Si vous êtes d'accord. Ah, c'est complètement ça. L'arrêt des perceptions. On appelait avant, on avait un souci dans la commune, voilà, un souci sur le budget, comment, voilà, on a un petit problème là, comment on fait pour régler cette affaire-là. On passait un coup de fil, on avait le percepteur. Ça pouvait se passer au téléphone, ça se passait au téléphone. Quelquefois, attendez, je vais vous voir, ou on allait le voir. Donc on avait un échange, on regardait le budget. Ah oui, il y a ça va pas. Donc il faut qu'on rectifie telle chose, tel truc. Ça se passait très bien et on avait une gestion publique qui était, d'abord qui était vraiment publique parce qu'elle était très ouverte. Tout le monde savait exactement ce qui se passait. Aujourd'hui, on aura des conseils qui vont être un peu éloignés. Oui, il faut le mettre sur telle ligne. Oui, bon, c'est pas ça dont on a besoin. Savoir sur telle ligne ou telle ligne, on sait faire à la limite. Et puis si on se trompe, c'est pas une catastrophe. Par contre, comment mieux gérer les subventions, comment on va les caler, comment on peut faire nos amortissements, comment on va essayer de caler au mieux pour que on n'engendre pas trop de difficultés au niveau de la commune, qu'on ait toujours une possibilité d'investissement derrière. Enfin bon, voilà. Donc il y a des petites astuces, il y a des petits trucs qui nous permettent. Et effectivement, quand on est un maire un peu aguerri, bah ça va parce qu'on sait faire. Mais et vous l'avez dit tout à l'heure, quand on est un jeune maire et qu'on arrive, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas. Quand on décide d'être candidat à une mairie, on décide c'est pour apporter ses idées à la gestion de la commune. Mais la technique de gestion d'une commune, on ne sait pas. Donc, et là, on avait cette aide-là qui va disparaître complètement. Donc on risque d'être hyper administré ou d'une manière très 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 rigide qui ne permettront pas d'ajuster, d'être au plus près de la population. On aura une gestion administrée. Monsieur le maire, on va terminer. Quelques questions très rapides.
Comment ça est en ce moment dans la France profonde que vous connaissez? C'est quoi l'ambiance? Alors l'ambiance En deux mots, quoi. Le monde agricole est d'une ambiance un peu morose et la France profonde aujourd'hui est un peu dans le désarroi face à ce Covid, face à cette situation sanitaire, un certain nombre d'obligations qui nous embêtent parce qu'on comprend pas pourquoi on pourrait... je veux dire, on vit en pleine campagne, donc il y a quelques points pour lesquels on se dit on a un peu de contact avec la population. Et puis, voilà. Donc on n'est pas dans une belle ambiance, on est dans une ambiance très interrogative et un peu inquiète sur l'avenir. Inquiète sur l'avenir. Donc dans les campagnes comme dans les grandes villes. Comme dans les grandes villes. Vous me disiez tout à l'heure que, s'agissant de la vaccination, il y a eu des vaccinations qui ont été faites dans votre village. Oui. Vous-même, vous êtes triple vacciné, je crois, oui. Vous l'avez dit. Et les vaccinations, elles se sont passées comment? Il y a une rémunération des médecins, Alors, il y a une rémunération des médecins, il y a une rémunération... Alors, c'est très étonnant, parce que donc l'ARS nous a demandé... l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Hein. Nous a demandé d'organiser, par l'intermédiaire de la communauté de communes, un centre de vaccination. C'est géré sur Ygrande, dans ma commune. Et donc, on a prévu... alors, il fallait qu'on recherche les médecins, pas bénévoles, les médecins qui souhaitaient le faire, les infirmières. On n'a pas prévu de secrétariat, donc c'est du bénévolat. Sur les produits jetables, c'est-à-dire compresses, alcool, tout ça, donc c'est l'hôpital d'à côté qui nous a dit « j'ai un petit peu de stock, je vais vous les prêter ». L'ARS ne s'en est pas préoccupé. Par contre, les médecins ont été rémunérés à un peu plus de 100 € de l'heure et les infirmières, moitié. Donc les médecins, ils étaient, voilà, ce qui représente une rémunération à peu près de 16 000 € si on compte à 35 heures. Alors moi, j'ai rien contre la rémunération des médecins ou des infirmières. Et bien évidemment qu'ils ont besoin de gagner leur vie comme tout à chacun. Par contre, je trouve qu'il y a quand même eu des moyens qui n'ont pas été mis forcément toujours au bon endroit. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de médecins. Nous avons, dans un périmètre relativement proche, c'est-à-dire à moins de 15 km, 3000 patients qui n'ont plus de médecin référent. Nous avons absolument besoin de médecins sur le territoire. Et il n'y a absolument pas d'argent pour nous aider. Alors, j'insiste sur les chiffres que vous venez de donner quand même, parce que moi, je tends l'oreille. C'est que si il faisait des vaccinations, lui, c'était 100 € de l'heure. En gros, 4 fois plus cher. Quoi. Oui. Il est 4 fois mieux rémunéré à faire de la vaccination Covid qu'à faire son travail. Alors, 4 fois, peut-être pas 4 fois, mais il est plus rémunéré à faire mais beaucoup plus, quoi. C'est incroyable. Il a intérêt à y aller, quoi. Et bien sûr qu'il a intérêt à y aller, mais je pense qu'il y a eu une volonté là-dessus nationale de forcer la main pour la vaccination. L'actualité présente pourrait être drôle dans d'autres contextes, sauf que on est dans un moment où ceux qui refusent de se faire vacciner, alors moi je suis vacciné, j'ai pas de souci avec ça, ça me pose pas de problème, mais il y a un certain nombre de gens qui refusent de se faire vacciner pour des raisons qui les concernent. Y compris dans votre petite commune. Ah oui, y compris dans ma commune, bien sûr qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, donc là on les met quand même un petit peu au banc des accusés. On menace aussi quelque chose... Quand vous dit-on, c'est pas vous. C'est pas moi. C'est Macron. C'est effectivement le gouvernement aujourd'hui. Oui. C'est Macron, par ses interventions d'hier, quand même... Enfin, je vais le dire gentiment, très maladroite, mais... Oui. Mais au-delà de ça, on a aussi un certain nombre de médecins qui sont en train aujourd'hui de se mobiliser pour dire, à la limite, on ne va pas soigner ces gens qui seront malades du Covid s'ils n'ont pas été vaccinés. Alors, je peux l'entendre. Que font-on des gens qui sont malades dus à l'alcool? Que fait-on des gens qui ont eu un accident de la route qu'ils ont provoqué? On ne les soigne pas parce que c'est de leur faute. Que fait-on des gens qui se droguent? On ne les soigne pas parce que c'est un peu volontaire pour le faire. Donc on va soigner plus que les gens qui sont bien portants. Oui, et puis donc, ce climat-là est grave. Je pense que ce climat-là est grave. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que ces personnes dont on parle, y compris les non-vaccinés, sont quand même des personnes qui payent, qui cotisent, qui payent leurs impôts et qui payent leurs charges sociales, les cotisations sociales. Donc s'ils ne sont plus soignés, il ne faut plus non plus qu'ils versent quoi que ce soit. Non, mais tout ça est un... Je suis heureux de vous entendre, parce que vous êtes un peu, pour moi, pour nos auditeurs, voilà, un maire rural, président d'un syndicat agricole, donc vous êtes vraiment la quintessence, j'allais dire, du bon sens
du bon sens paysan, si vous me le permettez, du bon sens du terrain, je suis quand même heureux de vous entendre dire que, à votre avis, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas, sans compter les propos que personnellement j'ai trouvé absolument inadmissibles du président de la République, qui consiste à stigmatiser une partie de la population, puis pas une petite partie. Ce sont des millions de personnes. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un non-vacciné ? C'est pas uniquement quelqu'un qui a refusé d'être vacciné. Ça peut être aussi quelqu'un qui, comme moi, est guéri. Moi, j'ai le statut de guéri pour encore quelques semaines, et donc je n'ai pas eu besoin de me faire vacciner. Ça peut être aussi quelqu'un qui a fait 2 vaccinations, enfin 2 injections, et puis qui refuse d'en avoir une 3e. Parce que toute personne, après, ça sera la 4e, etc. Je trouve qu'il y a un climat qui est quand même particulièrement délétère. Et ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que même dans les campagnes où quand même c'est le bonheur d'être français, comme on disait, eh bien même là, il y a des inquiétudes qui se font jour sur la situation actuelle. Sur la situation sanitaire, sur la situation économique, sur la situation sociale, bien évidemment qu'il y a de grosses inquiétudes dans le milieu rural. Ce milieu rural est malmené. Je vous disais tout à l'heure, un jeune couple qui veut construire sa maison, son pavillon, qui a un petit bout de terrain qui est à 70 mètres d'une autre maison, ne peut pas construire. Alors que les réseaux sont dans la parcelle, qu'il n'y a pas... Enfin, je veux dire, c'est pas sain tout ça. Enfin, on est dans une situation qui... Alors, je veux bien qu'il faille protéger. La planète est en train d'exploser. Enfin, pas la planète. Il y a un réchauffement... Parce que la planète, elle va toujours s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Mais on a aujourd'hui, on a le réchauffement climatique qui est là, et on a l'impression qu'on n'a pas pris un certain nombre de leçons. Voilà, on continue la concentration urbaine, on continue de bétonner dans ces grandes métropoles. Il y a des centaines d'hectares qui partent tous les jours sous du béton, sous du goudron. Nous, on a un espace qui est relativement libre, qui est grand. On a des infrastructures qui ne demandent qu'à être utilisées. On a besoin de rééquilibrer tout ça. C'est quoi cette volonté de vouloir concentrer la population, de vouloir mal faire vivre un certain nombre de gens, parce que quand on est trop concentré, quand on sort et qu'on... Enfin, moi, la ville m'oppresse. J'ai des peines quand on sort dans la rue et que on peut pas dire bonjour à quelqu'un. Enfin, moi, quand je sors dans la rue, on dit bonjour à tout le monde. On a un grand sourire, bonjour, on prend soin de son voisin. Enfin, voilà. Mais c'est pas possible en ville. On peut pas avoir. Donc, on a cette vie sociale qui existe encore un peu dans le milieu rural, qu'on tend à faire disparaître. Et je pense qu'on est géré, certes, par un certain nombre d'hommes politiques, mais on est aussi, surtout dirigé par un certain nombre de technocrates qui ne voient que des chiffres, qui ne pensent pas à l'humain, qui ne pensent pas à la vie, qui pensent qu'à organiser les choses d'une manière très comptable. Or, bien évidemment qu'on a besoin de faire des choses aussi comptablement, mais avant tout, on est des êtres humains qui vivons dans un milieu dans lequel il faut qu'on s'organise pour pouvoir vivre le mieux possible dans ce milieu-là. Je ne pense pas que c'est ce qui est recherché aujourd'hui. Merci pour cette conclusion que je partage très largement. Merci Pierre Thomas de nous avoir consacré ce temps, et puis j'espère que ça va intéresser tous nos auditeurs. Donc ceux qui veulent avoir d'autres informations sur le MODEF, eh bien qu'ils se renseignent sur votre site internet. Et puis voilà, faites diffuser cette information tout autour de vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.